Et puis, davantage de catégories de travailleurs étrangers temporaires devraient pouvoir bénéficier d'un traitement simplifié de leur dossier au Québec. Assouplissement qui entrera en vigueur le 24 mai pour les postes intermédiaires. 65 professions sont ici visées. Jusqu'ici, le traitement simplifié des dossiers était réservé aux professions spécialisées. Avec nous ce soir, Jean Boulet, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité, de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Je suis toujours impressionné par la longueur de votre site. Monsieur Boulet, bonsoir. Bonsoir, M. Filion. On double le nombre de professions admissibles au traitement simplifié? On en ajoute 65. Il y en avait déjà 220. Et donc, ces 65-là vont pouvoir bénéficier, comme vous dites, du traitement simplifié, donc des permis de travail qui vont pouvoir durer 3 ans au lieu d'1 année, une simplification au niveau du processus et il n'y aura plus de limite quant au nombre de travailleurs étrangers temporaires qu'un établissement ou un employeur pourra faire venir. Combien avons-nous accueilli de travailleurs étrangers temporaires, par exemple en 2021? À peu près 25 000 en tenant compte des travailleurs agricoles. Et là, on anticipe en recevoir encore plus, là, dépendamment des besoins, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre, plusieurs milliers des travailleurs étrangers temporaires. Okay. Mais pour l'autre programme qui réfère à la mobilité internationale, ça, ce sera 7 000 par année. Mais ça, c'est des travailleurs qualifiés qui ont déjà un certificat de sélection du Québec, qui sont à l'étranger et qui vont pouvoir venir dans le contexte de notre opération main-d'œuvre. Donc, ça peut être des ingénieurs, des enseignants, des éducateurs, éducatrices, des infirmiers, infirmières. Okay. Donc, ça devrait être bénéfique pour nos employeurs. Vous dites 65 professions supplémentaires, opérateurs de machines d'usinage, manutentionneurs, bouchers industriels. C'est les éléments mentionnés par Manufacturiers Exportateurs du Québec qui saluent votre annonce aujourd'hui. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dit toutefois, vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez vite. On devrait élargir complètement, ouvrir davantage. On est à plus de 200 000 postes vacants au Québec. Oui, absolument. Écoutez, quand même, il faut reconnaître que c'est une bouffée d'air frais et ça fait référence à beaucoup de types d'occupations qui requièrent moins de qualifications. Il y a les conducteurs de camions, les préposés aux bénéficiaires, il y a les aides enseignants au niveau primaire et secondaire, il y a les bouchers industriels quand on pense à la transformation alimentaire, il y a les opérateurs de machines d'usinage, comme vous mentionnez. Donc, il y a quand même près de 300 métiers professions sur les 500 qui font partie de la classification nationale des professions. On fait un immense pas en avant. Mais quand on a 200 000 postes vacants, ou à peu près, on tourne autour de 200 000 postes vacants, là, vous parlez de quelques milliers de personnes de plus. On ne vient pas du tout régler à court et à moyen terme, le problème qu'on a de pénurie de main-d'œuvre. Bien, écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, ça requiert l'addition de plusieurs solutions. Si on revient au 30 novembre dernier, quand j'ai annoncé avec le premier ministre puis ma collègue à l'enseignement supérieur la vaste offensive pour la main-d'œuvre, souvenez-vous, on a les bourses Perspective Québec. C'est des montants de 1 500 $ par session complétée au collégial, 2 500 $ par session complétée au niveau universitaire. Et ça, c'est dans des secteurs névralgiques, là. Les technologies de l'information, le génie, la construction, la santé, l'éducation. Donc, il y a 80 mesures. C'est 3,9 milliards de dollars, dont 2,9 milliards de nouveaux crédits. On a parlé du salaire minimum. Le salaire minimum va monter dans un mois à 14,25 $ l'heure. Vous avez évoqué que le salaire minimum monte à 15 $ en 2023. Est-ce que c'est certain, ça? Non, c'est une question qui m'a été posée et j'anticipe évidemment avec le contexte inflationniste, avec la pénurie de main-d'œuvre qui exerce une pression forte sur les salaires dans les entreprises, que nous puissions aller jusqu'à 15 $ l'année prochaine, parce que vous savez qu'on a un critère objectif, là. C'est que le salaire minimum soit équivalent à 50 % du salaire horaire moyen, toujours dans un contexte où on veut trouver un équilibre entre l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés à faible revenu et le maintien de la compétitivité des PME aussi. Là, on s'entend que le pouvoir d'achat, il disparaît pas mal avec l'inflation en ce moment. Est-ce que 15 $, c'est vraiment assez? Bien, je pense que le 50 % du salaire horaire moyen, c'est quand même un critère objectif. Mais pourquoi absolument ce critère-là? En Europe, on est à 60 % du salaire médian, le MFR, qu'on appelle le MFR 60. Pourquoi
vous basez-vous absolument sur le 50 %? Je pense qu'il faut y aller progressivement. Et c'est ce que nous faisons. C'est la première fois depuis notre arrivée au pouvoir qu'on atteint cette cible-là de 50 du salaire horaire moyen. Il y a plusieurs économistes avec lesquels j'ai travaillé qui me confirment la légitimité de cette cible-là parce que ça respecte l'évolution de l'économie en tenant compte de l'accroissement de la productivité. C'est une cible, évidemment, puis il ne faut pas négliger le fait que de penser à 14,25, de 13,50 à 14,25, c'est 5,6 d'augmentation. 301 000 travailleurs et travailleuses vont en bénéficier. Et là-dedans, il y a un pourcentage, 58-59 qui sont des jeunes de 15 à 24 ans. Il faut faire attention aux PME qui ont été fragilisées par la pandémie. Plusieurs sont endettés, d'ailleurs. Il y a plus de danger de trop monter puis de sortir les jeunes des écoles? C'est un élément. Le décrochage scolaire peut être un des facteurs que nous considérons dans la détermination du salaire minimum. Mais dans ceux qui déterminent, puis du côté syndical, par exemple, on dit 18 $ parce qu'on veut amener les gens à un revenu minimum viable, plus que passer le seuil de pauvreté, là, arriver puis bien vivre en travaillant 35 heures par semaine. Vous avez totalement raison. Puis la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke confirme que dans plusieurs catégories, notamment famille monoparentale ou un couple avec 2 enfants, en termes de revenus disponibles, on est les premiers au Canada. Avec les prestations. Donc, je suis relativement fier parce qu'on a un filet social au Québec qui est particulièrement généreux. Il faut tenir compte de cette donnée. Merci, M. Boulay, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.